11 mois. C'est le temps qu'il aura fallu à mes parents qui ont une ferme au Congo, à Kinshasa, pour trouver un employé digne de ce nom, après 3-4 tentatives infructueuses. On comprend peut-être un peu mieux pourquoi le continent a du mal à avancer et à se développer. On va en parler juste après le générique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique, spécifiquement au Congo. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Comme vous avez pu le voir avant le générique, on va parler du recrutement d'employés en Afrique, qui est, je pense, l'un des problèmes faisant que le continent a du mal à se développer. Donc je vais vous poser le cadre directement. Pour résumer, mes parents ont des terrains plus ce qu'on pourrait appeler une ferme au Congo, à Kinshasa. Donc du fait du Covid, ils ont décidé de rentrer l'année dernière au Congo pour mettre en valeur ces terrains, mais également pour basculer la porcherie en ferme avicole. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une ferme avicole, c'est tout simplement une ferme où on fait de l'élevage de poules pondeuses et également de l'élevage de poulets de chair, donc à consommer, à manger. Soit dit en passant, c'est un business qui est très intéressant et très rentable. Je fais une petite parenthèse. Sachez qu'il y a certains poulets de chair qu'on a vendus, qui étaient franchement bien costauds. On les a vendus 30$ pièce. 30$ pièce. Mais bon, les poulets en question, c'était vraiment des mastodons. Donc on fera une vidéo à ce sujet, même plusieurs, pour vous montrer comment est-ce que fonctionne un petit peu la ferme. Donc pour revenir au sujet principal, mes parents sont retournés l'année dernière à Kinshasa afin justement de basculer la porcherie en ferme avicole, également de mettre en valeur des terrains qu'on a. Donc sur le terrain où il y a justement l'ancienne porcherie qui est devenue une ferme avicole, il y avait quelqu'un qui était là pour surveiller le terrain, éviter qu'il y ait des voisins mal intentionnés qui viennent grappiller sur notre terrain. Parce que je pense que vous savez comment ça se passe en Afrique. Si vous ne mettez pas des délimitations, si vous n'avez pas quelqu'un qui est sur place dans une petite maisonnette, les gens ne vont pas se gêner pour venir se servir, clairement. Donc au-delà du fait de surveiller justement les terrains, ils devaient également s'en occuper, l'entretenir. Et en arrivant, mes parents ont constaté que le gars il foutait rien quoi. Il foutait rien. Il s'occupait juste en fait d'une portion du terrain où il avait lui-même son petit potager pour faire ses fruits et ses légumes. Et le reste, c'était, je vais pas dire les salles à abandon, mais presque. Donc au-delà du fait également qu'il se montrait quand même un peu irrespectueux, parce que vu que ça faisait quand même un certain temps qu'il avait ni vu ma mère ni vu mon père, et je pense qu'il a vraiment pris ses aises, et dans sa manière de répondre, mes parents ils n'ont pas trop apprécié, et au bout de 2 semaines, suite à leur arrivée, ils ont décidé de le licencier, si on peut dire. Simplement ils lui ont dit voilà, tu prends tes cliquetis-claques et tu y vas. Donc, par la suite, ils ont recruté un jeune d'une trentaine d'années à peu près. Donc le type est censé être dans la force de l'âge. Il a fait illusion une semaine. Grosso modo, après la première semaine, c'était le malade imaginaire. Tout le temps fatigué, mal à la tête, pour un rien, il était malade, j'ai mal au ventre. Donc alors que mes parents s'affairaient à la ferme, parce que c'est quand même du boulot de s'occuper d'une ferme, le gars il dormait quoi. Le mec dormait. C'est incroyable. Et pourtant, lorsqu'il a passé l'entretien, il leur a bien dit oui, j'ai besoin de travailler, il me faut vraiment de l'argent. Voilà. Mais en fait, je crois que c'était surtout le fait qu'il y ait la petite maisonnette qui l'intéressait. Et je pense qu'il pensait également que peut-être qu'il connaissait aussi la situation justement au Congo pour recruter des gens, mais que peut-être qu'il ne trouverait pas mieux. Donc finalement, pareil, au bout de 2 semaines, on l'a licencié. Par la suite, un des neveux de ma mère
venait régulièrement avec un pote à lui. Bon, ce qui était pas mal, c'est qu'ils bossaient bien. Franchement, ils ont nettoyé le terrain comme pas possible. Quand ils étaient là, c'était voilà, ils chômaient pas, les gars. Ils chômaient clairement pas. Mais le problème, c'est que ils venaient 2 jours, ils s'absentaient 3 jours, ils venaient une journée, ils s'absentaient une semaine. C'était pas gérable. Franchement, c'est ingérable. Comment vous voulez avancer quand vous pouvez rien prévoir avec quelqu'un qui vient à sa guise et qui en plus qui demande à être payé à la journée, donc vous sentez que c'est même pas concevable. Donc finalement, ils ont travaillé juste les deux, tout en sachant, oui je précise, hein, que ils ont quand même rencontré quelqu'un qui habite près de la ferme, qui est un peu moins âgé qu'eux, qui les a énormément aidés pour réadapter, on va dire, le bâtiment de porcherie et le basculer en un bâtiment avicole. Il les aidait énormément, il passait donner le matin à manger justement au sujet, ce qui les a quand même un peu soulagés, mais pendant plusieurs mois, ils ont bossé à 3, on va dire, et 3 personnes de plus de 60 ans, vous voyez ce que je veux dire. Donc finalement, après plusieurs mois, ils trouvent quelqu'un qui leur a été conseillé par la dame de ménage de l'appartement où ils sont, qui est à côté de la ferme. Et donc le gars vient avec, pareil, sa famille. Donc une femme, 3 enfants. Et donc mes parents se disaient que c'était normalement la bonne pioche, dans le sens où si vous avez affaire à une famille, ça veut dire que surtout le père a des responsabilités et qu'ils vont vraiment être impliqués parce qu'ils ont besoin de l'appartement, de toucher un salaire et tout ce qui s'ensuit derrière, donc de la stabilité. Mais au final, alors lui, ça a été vraiment... il nous a quand même mis un petit peu, excusez-moi du langage, un petit peu dans la merde. Et on va en venir, je vais vous expliquer, et on va en venir justement à la réflexion que j'ai par rapport à justement au fait d'avoir du mal à recruter des employés en Afrique. Donc ce qui se passe, c'est que mes parents étaient déjà là depuis un certain temps, donc ils connaissaient les tarifs pour tout ce qui est les aliments pour les poussins, donc on appelle la provende, les tarifs pour les vaccins également. Et ils ont commencé à l'envoyer justement à faire différentes courses. Déjà la première chose, c'est qu'il partait, il mettait trop de temps à revenir. C'était pas normal. Mes parents n'ont rien dit. Et ils ont commencé à constater à un moment que en fait le gars, il faisait des fausses factures. C'est-à-dire qu'à la base, on va dire qu'un sac de Provence, je vous donne un prix comme ça au hasard, qui normalement était à 10 $. Le gars disait oui, j'ai pas trouvé là où vous m'envoyez habituellement. J'ai été obligé d'aller dans un autre endroit et il me l'a vendu 15 $. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait dans un endroit où il connaissait le type, qui lui faisait donc une fausse facture à 15 $ au lieu de 10 $. Pour tout. Pour les vaccins, pour parfois même des médicaments que mes parents avaient besoin d'acheter. C'était tout le temps la même chose. Donc, voyant qu'ils avaient quand même besoin de lui, et mon père, voilà, vu que c'est surtout lui qui l'a recruté. Ma mère, au départ, elle n'était pas trop motivée vis-à-vis de cet employé-là. Donc, ils ont essayé de tempérer. Mais après, il est arrivé la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est qu'on avait réussi à avoir une soixantaine d'œufs qui devaient éclore. Donc ça devait être donc des poussins qui devaient faire après des poules pondeuses ou des poulets de chair. Le type, en fait, ce qu'il faisait, c'est que il mangeait les œufs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il venait quand il y avait par exemple, donc il y avait déjà une soixantaine d'œufs qui étaient là. Donc il en piquait 2 dans la réserve de ceux qui étaient en attente d'éclore. Et quand il y en avait certaines qui pondaient, en fait, il faisait des basculements. Mais ça se voyait, parce qu'à terme, le nombre d'œufs diminuait. Et il jouait tellement avec les œufs que derrière tout ça, vous avez même une poule qui a réussi à quitter le bâtiment pour faire pour pondre ses œufs à l'extérieur. Caché dans les herbes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc lorsqu'ils ont constaté ça, là ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
mais vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et mon père qui est d'un naturel assez calme, donc là il s'est énervé. Il lui a dit écoute, là c'est terminé, tu vas prendre tes clics et tes claques et tu t'en vas. Tu t'en vas. On te met bien, tu as une petite maison, tu as un bon salaire, plus que le salaire local on va dire. Et derrière tout ça, tu viens, tu nous voles de l'argent. En plus tu bousilles notre business en mangeant les œufs. Alors qu'on te paye suffisamment pour que tu puisses en acheter toi-même. Et le type qui avait une quarantaine d'années, il se met à pleurer. Le gars, il se met à pleurer. Donc finalement, il s'en va. Ils lui disent de repasser 2-3 jours plus tard. Et par le biais justement d'un gars qui travaille dans une... dans une téléboutique, ils ont recruté un petit jeune qui avait vraiment besoin de bosser. Mais donc il est encore avec nous hein, depuis à peu près 2 mois maintenant. Et le gars il bosse, il est carré. Il pas un mot plus haut que l'autre. Il ne chôme jamais. Mais parce qu'il a vraiment, lui je pense qu'il a vécu tellement de situations entre guillemets un peu compliquées que ce job là c'était vraiment sa dernière chance. Et ça en vient justement à ma réflexion, comment dans une ville de 14 millions d'habitants où la population est très jeune, comme dans toute l'Afrique d'ailleurs, vous mettez quasiment 1 an à recruter quelqu'un de plus ou moins fiable. C'est pas normal. C'est pas normal et j'ai essayé de me poser la question. Les gens en fait normalement, vous voyez comment ça se passe en Afrique. Ok, moi je vois très peu de gens qui m'ont dit quand j'y vais en Afrique. Je vois très peu de gens qui m'ont dit. Mais derrière, vous avez quand même besoin d'avoir un peu de stabilité. Et quand on vous l'offre, vous bousillez ces opportunités-là. Et franchement, en y réfléchissant, je vois qu'une seule chose, c'est que je ne sais pas si c'est la misère entre guillemets qui fait ça, mais beaucoup trop de gens en Afrique, vous êtes sur du temps court. Vous vous projetez jamais sur du temps long. Et ne pas se projeter sur du temps long, ça vous fait rater de sacrées opportunités. Se projeter uniquement sur du temps court, c'est simple. C'est comme justement l'avant-dernier employé qui, je sais pas, comme ça, je sais pas ce qu'il lui a pris, vient, prend les œufs et les mange. Vous voyez? C'est que ça va vous apporter une satisfaction instantanée, immédiate. Mais derrière, vous ne pensez même pas aux conséquences. Je peux vous donner plein d'exemples comme ça où lorsqu'il y a une réflexion des agissements qui sont dans le temps court, ça vous portera préjudice à chaque fois. Il y a 10 ans, avec mon ancien associé, on a envoyé un conteneur de pneus usagés au Bénin, à Cotonou. On s'était plus ou moins associé avec un gars qui nous avait fourni la liste nécessaire, donc des pneus que souhaitaient les acheteurs, parce que les acheteurs viennent du Nigeria en fait, souhaitaient les acheteurs du Nigeria. Et donc tu te dis, voilà, je vais faire affaire, normalement tu te dis, je vais faire affaire avec des gars qui viennent d'Europe, ils m'accordent leur confiance, je vais pas foirer le truc. Parce que ça va peut-être me garantir un salaire, je dis pas pendant toute ma vie, mais un salaire pendant un certain temps et je vais être tranquille. Je vais avoir l'état d'esprit, je vais être dans un état d'esprit beaucoup plus tranquille que mon voisin qui doit se gratter la tête tous les jours pour savoir comment est-ce qu'il va nourrir sa famille. Mais non. Il faut que le gars, malgré que voilà, on ait été réglo avec lui, il avait dealé avec le transitaire qui était chargé du dédouanement du conteneur pour nous surfacturer de 300 000 francs CFA. Donc pour prendre 300 000 francs CFA pour lui. Vous vous rendez compte? Alors qu'on lui aurait peut-être donné un salaire de 100 000 francs CFA par mois. Voilà, là c'est du temps court également. Donc les 300 000, très bien. De toute façon, on ne lui a pas donné parce qu'on s'en est rendu compte, enfin je m'en suis rendu compte assez rapidement parce que j'étais reparti voir le transitaire tout seul avec lui vu que j'avais demandé beaucoup de devis
concernant le dédouanement du conteneur. Et comme tous les transitaires ne veulent pas, entre guillemets, se faire concurrence, les prix, c'est quasiment les mêmes. Et j'avais constaté que pour nous, il y avait une différence de 300 000 euros, 300 000 francs CFA. Et j'étais parti le voir seul, sans justement notre acolyte béninois. Et il m'a dit, voilà, je suis content quand même. Voilà, il a quand même, lui par contre, il a une super démarche parce qu'il m'a dit, écoutez, c'est lui qui vous a ramené comme client. Je savais ce qu'il faisait, je savais que c'était pas bien, mais comprenez-moi, moi je pouvais rien vous dire. Vous voyez? Et il me disait, je suis content que vous soyez venu de vous-même, parce que j'ai envie qu'on bosse ensemble. Voilà, il a une démarche dans le temps long. Ce transitaire-là, une démarche dans le temps long. Le temps court, je vous le dis franchement, hein, quand vous ne voyez que à l'instantané, sur le long terme, ça va vous poser des problèmes. Je vais vous donner un exemple simple, hein. Les gens ils vont me dire, mais de quoi il parle? Mais c'est ça, c'est les incidences que ça peut avoir de réagir sur l'instantané, sur du temps court. Vous êtes dehors, vous marchez, vous avez faim. Si vous faites ça tous les jours, c'est-à-dire que vous êtes dehors, vous avez faim et que tous les jours vous allez au McDo, dites-moi qu'est-ce qui va vous arriver à force, sur du long terme. Vous allez vous bousiller la santé. Sur l'instant T, vous allez kiffer. Ah, c'est bon, McDo et compagnie. Mais sur le long terme, vous étonnez pas, arrivé à la quarantaine, cinquantaine, si vous avez des problèmes digestifs. Alors que ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être rentrer chez soi, préparer à manger, des plats sains. Ça, c'est, voilà, c'est sur le temps long. C'est sur le temps long. Arrêtez, j'insiste, hein, si vous voulez que le continent, il avance, arrêtez d'être dans le temps court. Je sais que c'est pas facile, parce qu'il y a peut-être voilà, la pression financière, il y a le fait que la misère également qui soit là, qui obscurcit peut-être votre, pas votre champ de vision, mais qui obscurcit peut-être la bonne décision que vous devriez prendre. Et derrière tout ça, je vous le dis, hein, vous passez à côté d'opportunités qui peuvent changer votre vie. Et dites-vous bien une chose, c'est que, voilà, pour pas mettre tout le fardeau, hein, sur nos frères qui sont en Afrique, la diaspora africaine, il y en a beaucoup aussi, vous êtes sur le temps court. Hein. Je vous dis, moi, toutes les galères en termes business que j'ai eues, c'est avec des Africains. Clairement. Juste parce qu'ils étaient dans le temps court, juste parce qu'ils voulaient kiffer un petit peu la live, au lieu de mettre les bouchées doubles et de voir sur le temps long. Je vous dis, j'ai eu des business qui auraient pu devenir des bombes, qui se sont foirés, parce que les gars, voyant un petit peu l'argent qui rentre, sont commencés à avoir des maîtresses et à piquer dans les caisses de la société. Voilà, c'est ça, c'est du temps court, c'est de l'éphémère. C'est de l'éphémère et derrière, ça ne vous apportera rien du tout. Je vous le dis. Et le pire dans tout ça, hein, c'est que vous faites ça, c'est sur l'instant T, c'est de l'instantané, c'est de l'émotionnel et tout. Mais les incidences derrière qui vous retombent dessus, dites-vous bien une chose, ça peut durer des années. Ça peut durer des années. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous ayez cet état d'esprit de vous dire que lorsqu'il y a une opportunité qui se présente, non, justement, d'être dans une réflexion de temps long, ça peut faire que vous ne ratiez pas certaines opportunités. Et je vais vous donner un exemple simple. J'ai eu comme cliente, parce que je suis VTC, mais j'ai de la clientèle perso, j'ai eu comme cliente une Ivoirienne il y a à peu près 5-6 ans. Un jour, elle me demande de raccompagner son frère qui habite à Abidjan, de le raccompagner à l'aéroport à Orly. Je vais le récupérer, on est dans la voiture, et j'entends parler, je crois qu'il parlait un transitaire par rapport à des voitures qu'il avait, 2 ou 3 voitures qu'il avait achetées donc en France et qu'il devait envoyer à Abidjan. Alors, je me dis, ça va, le gars, qui pèse entre guillemets, mais il a l'air assez tranquille financièrement. On commence à discuter. Et il m'apprend qu'il est donc importateur d'oignons et de pommes de terre, importateur grossiste. Je fais, c'est incroyable. Et je lui dis, comment est-ce que vous êtes rentré dans le business et tout. Et là il me raconte et il me dit, mais vous allez même pas me croire. Donc ça c'était il y a, comme je vous l'ai dit, il y a 5 ans à peu près. Et 5 ans avant, lui et son associé, ils écumaient les sites internet pour trouver des partenariats d'occidentaux qui voulaient investir en Côte d'Ivoire.
Il rentre en contact avec un cultivateur justement de pommes de terre et d'oignons qui est en Hollande. Très bon feeling, ils discutent sur plusieurs semaines et arrivé un moment, le cultivateur donc lui pose ses conditions pour un premier conteneur, lui pose là, ouais, voilà, ses conditions pour un premier conteneur envoyé à Abidjan d'oignons et de pommes de terre. Donc grosso modo c'était 30% avant que le conteneur y parte, puis je crois 70% une fois arrivé, et une fois arrivé je crois qu'il devait après leur envoyer le BL. Mais c'était un truc pour une première commande. Moi je comprenais parfaitement, c'était très restrictif mais je comprenais parfaitement. Et finalement le frère de ma cliente et son associé lui dit écoutez, on va être franc avec vous, on n'a pas d'argent. C'est même pas qu'on n'a pas les reins solides, on n'a pas d'argent par rapport à ces conditions-là. Nous, on pensait que vous alliez venir et que voilà, on allait bosser avec vous, limite qu'on allait être vos employés. Vous voyez un peu le délire. C'est-à-dire que lui, il allait envoyer les conteneurs, venir à Abidjan, les dédouaner et eux, ils seraient au magasin en train de les vendre. Eux, ils s'étaient dit ça. Et le cultivateur leur dit écoutez, donnez-moi quelques jours de réflexion et on va voir ce qu'on peut faire. Et là, le cultivateur, dans sa projection, il s'est mis dans du temps long. Dans du temps long pour. Et ce qui lui a fait comprendre si je reste sur mes positions, je vais peut-être rater une opportunité. Regardez ce qu'il leur a proposé. Hein. Il les recontacte, il leur dit écoutez, on va procéder comme ça. Je vais vous envoyer le conteneur. Bien sûr avec les oignons, les pommes de terre. Je vais payer le transport, le dédouanement. Vous ne revendez pas la marchandise au détail, vous faites les semi-grossistes ou les grossistes. Vous revendez en gros. Dites-moi une chose. Ce genre de deal qui venait de leur proposer, qui leur a proposé, dans la vie d'1 million de personnes, même si donc 1 million de personnes qui vivent toute leur vie, jamais ils auront ce genre d'opportunité. Par la suite, mettez-vous entre guillemets dans la tête justement du frère de ma cliente. S'il avait été dans un temps court, ils auraient pu faire quoi? Se dire bon, le mec il nous envoie le conteneur, il paye le dédouanement et compagnie, on vend la marchandise, voilà, il nous revoit plus. Ça y est, il nous revoit plus. On disparaît avec l'argent et basta. Mais là où ils ont été bons, c'est qu'ils sont mis dans une réflexion de temps long. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'ils se sont dit, ça c'est peut-être l'opportunité qui peut changer notre vie. Si on s'amuse à escroquer le gars, cette opportunité-là, elle se représentera peut-être plus jamais. Et vous savez, hein, si vous n'avez pas de rentrée d'argent, que ça soit 30 000, 40 000 euros, 50 000 euros, moi j'ai déjà vu des potes, hein, clairement, hein, partir à l'étranger avec 50 000 euros, 3 ans plus tard, ils n'avaient plus rien. Si vous n'avez pas de rentrée d'argent régulière, l'oseille, l'argent part très très vite. Et ils ont eu la bonne réflexion. Ils ont eu la très très bonne réflexion. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont accepté le deal et ils ont respecté le deal. Et vous savez combien de conteneurs ils font par mois? Et ça, je vous dis, c'était il y a 5 ans, hein, quand je l'ai conduit à l'aéroport. À l'époque, ils faisaient 5 conteneurs, mais de chaque. 5 conteneurs d'oignons, 5 conteneurs de pommes de terre, tous les mois. Je suis parti sur sa page Facebook. Le gars est blindé. Le gars est blindé. Il a pris une décision sur le temps long qui lui a permis de ne pas rater une opportunité. Vous voyez? Et je peux vous citer également d'autres exemples du bénéfice d'être dans le temps long dans votre réflexion. Ça portera toujours ses fruits. Ça va vous permettre, entre guillemets, de bâtir des fondations solides. De pouvoir anticiper les choses et entre guillemets, voilà, de ne pas rater les opportunités. Je vais vous citer 2 exemples de gestion sur du temps long qui ont porté leurs fruits, dont un exemple qui est d'actualité. Regardez la Chine. Il y a 30 ans, je me rappelle parfaitement, il y avait beaucoup de reportages à la télé, j'étais encore très jeune,
de sociétés françaises qui allaient s'installer, qui allaient installer des usines en Chine pour faire fabriquer, voilà, je sais pas, des t-shirts ou autres. Et ils se pavanaient un petit peu en mode, regardez, on ramène notre savoir aux sauvages chinois. Mais les Chinois, quand ils ont fait rentrer tous ces capitaux-là, toutes ces usines-là, ils savaient pertinemment ce qu'ils allaient faire. Ils savaient pertinemment où est-ce qu'ils allaient aller, parce qu'ils s'étaient mis dans une réflexion sur du temps long. Eux, ce qui les intéressait, c'était de relancer le pays financièrement, et surtout de récupérer le transfert de savoir qu'auraient amené les Occidentaux, pour en arriver là où est-ce qu'ils sont maintenant, en 30 ans, hein, je vous le rappelle, hein, la première puissance mondiale. Tout ça en 30 ans, tout simplement parce qu'ils ont été dans une réflexion du temps long. Ils n'ont pas réagi de manière impulsive, immédiate, en se disant « Oh, comment ça, des Occidentaux, ils viennent chez nous, c'est quoi cette histoire ?» Regardez les bénéfices qu'ils en tirent maintenant. Et moi, je le vois que ça a porté ses fruits. Avant qu'il y ait moins de Chinois à cause du Covid, allez voir les boutiques Louis Vuitton qu'il y a sur Paris, Hermès et compagnie. C'était blindé d'acheteurs chinois. En 30 ans, ils ont réussi à augmenter le niveau de vie de leur population. Même si derrière, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, hein. Oui, mais c'est un État qui oppresse les gens, il n'y a pas de liberté. On peut en discuter, il n'y a pas de souci. Mais le résultat est là. C'est qu'en se mettant tous en plus, hein, dans une réflexion de temps long, qui au final, je pense c'était surtout le gouvernement, mais ils l'ont peut-être de facto imposé à la population, bah, ils en sont là où ils en sont. Deuxième exemple, des bénéfices d'être dans le temps long au niveau de votre réflexion. Regardez ce qui se passe avec le conflit Ukraine-Russie. À l'époque, lorsque le conflit a éclaté, jusqu'à maintenant, enfin beaucoup moins maintenant, et vous allez comprendre pourquoi, les médias, ils n'arrêtaient pas de dire oui, la Russie va s'effondrer, oui, Poutine est malade, que ça soit bien là ou même physiquement, la Russie est archaïque, ils ont un PIB qui est même pas au-dessus de celui du Portugal, ils entrent une guerre, ils vont perdre une guerre, ils entrent dans une guerre qu'ils vont perdre. Vous regardiez les articles, les titres de journaux, mais c'était incroyable. C'était, on peut dire, c'est de la propagande. C'est de la propagande. Là, au moment où je vous parle, on est le 27 juin. Maintenant, ils en viennent à admettre de demi-mot que la guerre est perdue. À tel point que Macron est parti là récemment, je crois il y a quelques jours, voir le Zelensky là, pour lui dire limite accepte les conditions de Poutine. Mais c'est déjà trop tard, Poutine il a ce qu'il veut. Il a la partie économique qui est à l'est du pays, le Donbass et compagnie, et il a la partie entre guillemets, la partie on va dire logistique qui longe la mer Noire pour l'expédition justement des marchandises, surtout du blé, du maïs et compagnie. Il a ce qu'il veut. Mais comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Résister à des sanctions, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, de pouvoir résister à des sanctions qui vous sont imposées par l'armada occidentale, que ça soit économiquement, économiquement, financièrement et tout le reste. Il s'y est préparé. Depuis 2014, lorsqu'ils ont commencé à lui foutre sur la gueule les premières sanctions, le type s'y est préparé. Ça lui a pris 8 ans, mais le type s'est préparé minutieusement. Il s'est mis dans du temps long, dans sa réflexion. Il n'a pas été impulsif de se dire « Ah, vous mettez les premières sanctions à réagir au quart de tour. » Parce que ça lui aurait porté préjudice quasi directement et sur du long terme. Là, il a inversé le truc. Il a inversé la tendance. Il s'est mis dans une réflexion en temps long. Ils ont fait le nécessaire pour que le pays devienne autonome. Et à l'heure où je vous parle, la Russie est capable de vivre en autarcie pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Et clairement, je ne crois pas qu'il y ait plus de 5 pays dans le monde qui soient capables de pouvoir vivre en autarcie de serait-ce plus d'1 an. Je ne vous parle même pas 3 ans, mais ne serait-ce plus d'1 an. Mais une fois de plus,
il s'est mis dans une réflexion de temps long. Vous tirerez toujours des bénéfices à être dans le temps long. Vous serez mieux préparé, vous aurez surtout des... Ouais, excusez-moi, j'ai atteint la vidéo, le temps de vidéo maximal. Donc je vais essayer de conclure parce que la vidéo est quand même un peu longue. Voilà, donc pour terminer, pour ceux justement, pour nos frères africains qui sont au pays, ne ratez pas des opportunités en réagissant instinctivement, immédiatement. Mettez-vous vraiment dans du temps long dans votre réflexion. Comme ça vous évitera de rater des opportunités. Et je peux vous dire qu'en ayant ce genre de comportement, vous faussez le développement du continent. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous avez une personne qui essaye d'investir de la diaspora, qui vient donc pour essayer d'investir, et qu'au final vous avez ce genre de comportement, ce genre de réaction qui est dans le temps court, et vous lui, entre guillemets, vous lui bousillez son business. Qu'est-ce qui se passe? Il va en parler à un autre frère, qui lui-même va en parler à un autre frère. Donc vous êtes en train de limiter les possibilités d'investissement qui pourrait y avoir donc dans les différents pays africains pour que l'Afrique se développe beaucoup plus rapidement. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez des personnes qui insistent parce que voilà, elles sont prêtes à aller jusqu'au bout des choses. Mais les personnes qui sont à la base hésitantes, mais qui veulent faire quand même la démarche, vous lui faites une fois, mais pas deux. Donc ce qui veut dire, c'est que voilà, vous perdez des capacités, on perd des capacités d'investissement, et en perdant des capacités d'investissement, en plus qui viennent de la diaspora, c'est pas que ça vient d'étrangers qui viennent d'Asie ou d'Europe. Et après, vous-même, au pays, ou même ici, la diaspora également, on va se plaindre, ouais, mais les étrangers sont en train de tout rafler. C'est normal. C'est normal. D'un côté, vous avez des gens qui comment dire, qui entre guillemets ne sont pas dans une démarche constructive par rapport aux investisseurs de la diaspora, et en même temps, ces mêmes gens-là qui sont dans une démarche à temps court, même s'ils ne sont pas dans une démarche en temps long avec des investisseurs étrangers, quand ils bossent avec eux, ils marchent droit, ils filent droit. C'est pas normal. C'est pas normal. On est la population la plus jeune du monde. La plus jeune du monde. Moi, je comprends pas qu'il y ait des gars qui soient malades tous les 4 matins, qu'il y en ait un autre qui aille voler des œufs et qui viennent pleurnicher après parce qu'on a pris la main dans le sac. Non, c'est pas normal. Donc voilà, donc vous qui êtes en Afrique, parlez-en quand même autour de vous. Parlez-en autour de vous. Si vous avez un pote ou un copain qui vient, qui se vante d'avoir, entre guillemets, mis une entourloupe à quelqu'un de la diaspora, dites-lui clairement, mon ami, ce que tu fais, c'est pas bien. Parce que derrière, ce mec-là, il ne reviendra plus. Il reviendra peut-être plus. Et peut-être que si toi, t'avais donné le bon exemple, peut-être qu'il m'aurait engagé moi, ton pote aussi. Vous voyez ma réflexion? Donc soyez tout le temps, si possible, dans le temps long au niveau de votre réflexion. Je vous le dis clairement, vous n'en tirerez que des bénéfices. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi également si vous pensez qu'il y a d'autres raisons, et ça il y en a clairement d'autres, qui font que le continent se développe pas. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification parce que, comme vous le savez, YouTube, même si vous êtes abonné, ne va pas forcément vous spécifier que je sors des nouvelles vidéos. Normalement, c'est une fois par semaine. Bon, pour ceux qui bossent, je vous souhaite force et courage. Et pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao.